Ils m'ont drogué à table. Mon père maître tenait la main pour voler 80 000 € en disant « Faisons vite ». Ils ignoraient que mon téléphone enregistrait leurs crimes pour la police. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans, et ma vie est une forteresse que j'ai bâtie pierre par pierre. Depuis mon bureau au cœur de la presqu'île de Lyon, avec une vue imprenable sur les toits ocres de la ville, je gère les fortunes des autres. Mon métier, gestionnaire de patrimoine, est un art de l'anticipation. Je déchiffre les marchés, j'évalue les risques, je construis des remparts pour protéger mes clients des tempêtes financières. Je vis dans un monde de chiffres, de stratégie et de contrôle. Mon propre appartement, un T3 impeccable où chaque objet a sa place, est le reflet de cet esprit. C'est un sanctuaire de calme et d'ordre, mon refuge contre le désordre du monde extérieur. Et surtout, le désordre de ma propre famille. Car si ma vie professionnelle est une citadelle, ma vie familiale a toujours été un champ de mines émotionnelles. Le chaos a un visage, celui de ma sœur cadette, Chloé. 6 ans nous séparent, un fossé qui n'a jamais été comblé. Depuis l'enfance, nos rôles étaient gravés dans le marbre familial. J'étais Amélie la sérieuse, l'aînée responsable, la fourmi laborieuse. Elle était Chloé la solaire, l'artiste, la cigale charmante qui brûlait la vie par les deux bouts. L'argent de poche que je mettais de côté avec une discipline d'adulte finançait, quelques jours plus tard, ses envies de bonbons ou de paillettes. Et la voix de ma mère tombait, douceâtre et sans appel, « Sois gentille, Amélie. Ta sœur n'a plus rien. » Le partage, c'est important. Le partage, pour eux, était une voix à sens unique qui partait de ma poche pour aller dans la sienne. Cette dynamique perverse a prospéré avec le temps. Mon premier salaire de job d'été s'est évaporé dans une paire de chaussures de marque pour elle. Mes économies d'étudiante ont financé ses vacances à Ibiza. J'ai cessé de compter les petites aides, les dépannages urgents, les juste pour cette fois. J'étais devenue la banque de secours, le filet de sécurité silencieux. Ils n'ont jamais vu le poids de ce rôle sur mes épaules, les sacrifices que je faisais, les rêves que je mettais de côté. Ils ne voyaient que le résultat, l'argent était là, disponible, comme s'il poussait sur les arbres. Il y a un an, sentant une escalade dans la nature et la fréquence des demandes, une angoisse nouvelle s'est installée. Ce n'était plus de l'insouciance, c'était de la frénésie. J'ai donc pris des mesures, discrètement. Mon expertise en sécurité financière, je l'ai appliquée à moi-même. J'ai renforcé tous mes mots de passe, activé les authentifications les plus complexes, mis en place des alertes pour chaque connexion inhabituelle, et abaissé mes plafonds de virement. Je me traitais de paranoïaque, mais une petite voix au fond de moi me disait que je ne construisais pas une forteresse pour rien. La rupture a eu lieu il y a 3 mois. Un appel de Chloé. Elle pleurait, ou du moins, elle jouait les pleurs. Il lui fallait 80 000 €. Pas un de moins. La somme était si grotesque, si violente, qu'elle a brisé quelque chose en moi. Elle a balbutié une histoire confuse à propos d'un certain Antoine, un nouvel homme dans sa vie, d'un investissement qui avait mal tourné, de gens dangereux. C'était un récit plein de trous, cousu de fil blanc. Pour la première fois de ma vie, la fatigue a laissé place à une froide lucidité. J'ai dit non. Un non sec, sans fioriture, sans excuse. Chloé, c'est non. Je ne peux pas et je ne veux pas. C'est terminé. Le silence qui a suivi fut la confirmation de tout ce que j'avais toujours su. Je n'étais pas une sœur, j'étais une ressource. La ressource étant épuisée, le contact fut coupé. 3 mois d'un silence absolu, plus assourdissant que toutes leurs demandes passées. Et puis, mardi dernier, le téléphone a sonné. Ma mère. Sa voix, mielleuse comme le miel d'un piège à ours. Après un long préambule sur ma santé, mon travail, la météo, elle a abattu sa carte. On aimerait beaucoup que tu viennes dîner samedi. Juste nous 4, pour se retrouver. Les tensions, la distance, ça nous pèse tellement. J'ai senti le piège. Chaque mot était calculé. Mais une part de moi, la petite fille qui n'avait jamais cessé d'espérer une famille normale, a voulu y croire.
L'usure, peut-être. L'envie que tout s'arrête. D'accord, maman. Je serai là. En raccrochant, je n'ai ressenti ni joie ni soulagement. Juste le frisson glacé d'une convocation à mon propre procès. Le trajet de Lyon à la maison de mes parents, nichée sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, s'est fait dans une sorte de brouillard mental. D'habitude, j'aimais cette route qui longe le lac du Bourget, mais ce jour-là, la beauté du paysage m'était indifférente. Mon esprit était une ruche bourdonnante d'appréhension. La maison, une villa des années 80 rénovée avec goût, était le sanctuaire de mes parents, un théâtre où ils jouaient la pièce de leur vie, celle d'une famille bourgeoise respectable et unie. Chaque fleur dans le jardin, chaque bibelot sur la cheminée était un accessoire de cette mise en scène destinée à impressionner le voisinage. Mon père, Jean-Pierre, m'a ouvert la porte avec une effusion de joie qui sonnait creux. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, qui trahissaient une nervosité mal contenue. Son étreinte fut celle d'un homme qui joue un rôle. Dans le salon, l'ambiance était encore plus étrange. Chloé, affalée sur un canapé, a levé les yeux de son téléphone avec une lenteur étudiée. Un « salut » marmonné, et son attention était de retour sur l'écran lumineux, ses pouces s'agitant avec une frénésie qui démentait son air détaché. Elle était une boule de nerfs. Ma mère, Martine, est apparue, tout sourire et tablier noué. Elle était la maîtresse de cérémonie, l'architecte de cette soirée. Elle m'a embrassée, son parfum floral m'enveloppant comme un linceul. Je suis si contente que tu sois venue. J'ai fait ton plat préféré, tu te souviens? Le rôti de veau Orloff. Mais d'abord, l'apéritif. Elle est revenue de la cuisine avec un plateau sur lequel trônaient 4 flûtes hautes, remplies d'un liquide rose pétillant. Mon fameux Kir Royal maison. Pour célébrer nos retrouvailles. Mon estomac s'est contracté. Ils savaient. Ils savaient tous que je ne tenais absolument pas l'alcool. Un seul verre suffisait à me rendre somnolente, à embrumer mon esprit. C'était une blague récurrente dans la famille, ma petite faiblesse. Et ce soir, il me la présentait sur un plateau d'argent. Maman, tu sais bien que je préférerais un jus de fruits. Je dois conduire pour rentrer. Son sourire s'est légèrement crispé. Oh, ne commence pas, Amélie. Juste un verre. C'est une occasion spéciale. Ça ne te fera pas de mal de te détendre un peu. L'insistance était anormale. Lourde. Mon père a immédiatement renchéri, avec la fausse bonhomie d'un complice. Ta mère a raison. Un petit effort. C'est impoli de refuser. J'ai croisé le regard de Chloé. Elle a détourné les yeux aussitôt, mais j'ai eu le temps d'y voir une lueur de panique. Ils étaient tous ligués contre moi. C'était une embuscade. Pour ne pas déclencher les hostilités trop tôt, j'ai pris la flûte que ma mère me tendait. Très bien. Merci. J'ai porté le verre à mes lèvres, sentant leurs 3 paires d'yeux fixés sur moi. J'ai pris la plus petite gorgée possible. Le liquide était anormalement sucré, avec un arrière-goût métallique, chimique, que le cassis peinait à masquer. J'ai reposé le verre, mon cœur battant à tout rompre. Le poison était dans la coupe. Le dîner fut un supplice. Le rôti était succulent, les pommes de terre fondantes. Une cuisine d'amour, disait ma mère. Ce soir, c'était une cuisine de préméditation. La conversation était un chant de mine. On parlait de tout et de rien, mais chaque phrase semblait revenir, comme un boomerang, à l'argent, aux soucis, à la nécessité de s'entraider. C'était une torture psychologique, une lente préparation avant l'assaut final. Je jouais mon rôle, hochant la tête, posant des questions neutres, tout en sentant un étau se resserrer autour de ma poitrine. Mon verre de kir restait là, presque plein, comme une bombe à retardement sur la nappe blanche. Chaque minute qui passait me rapprochait de l'explosion. Et c'est à ce moment, alors que mon père entamait un monologue sur la fragilité de la vie, que mon téléphone a vibré dans ma poche. Une vibration pour me sauver de l'abîme. Avec un geste que j'espérais paraître naturel, je glissai ma main dans la poche de ma veste et sortis mon téléphone, le gardant dissimulé sous le rebord de la table. La nappe blanche créait un écran parfait. La lumière de l'écran me parut agressive dans la pénombre. Un message d'un numéro non enregistré, mais que ma mémoire a immédiatement identifié comme celui de Marc,
l'ex-petit ami intermittent de Chloé. Les mots s'affichaient, bruts, sans la moindre fioriture, comme un télégramme de détresse. Amélie, c'est Marc. Pars maintenant. Ne dis rien. Ne bois rien. Danger. Chaque mot était un coup de poing. Ne bois rien. Mon regard fut attiré comme un aimant par la flûte de Kyr à moitié pleine. Le liquide rosé n'était plus festif, il était sinistre. L'arrière-goût chimique que j'avais perçu sur ma langue est revenu avec la violence d'une nausée. Le monde autour de moi semblait se dissoudre. Les paroles de mon père n'étaient plus qu'un bourdonnement lointain. Le sourire de ma mère était un rictus de prédateur. Le silence de Chloé était un aveu. La normalité de la scène était une illusion, une mise en scène macabre dont j'étais la victime désignée. Une vague de chaleur, puis de froid, m'envahit. La panique pure. Mon instinct primaire hurlait de me lever, de renverser la table et de courir. Mais mon esprit, forgé par des années de contrôle de soi, a pris le dessus. Une fuite désordonnée ne ferait qu'attirer leur attention, peut-être les pousserait-elle à agir plus vite, plus violemment. Il me fallait une stratégie, une porte de sortie honorable. Excusez-moi, dis-je, ma propre voix me semblant venir de très loin. Je posai ma serviette à côté de mon assiette. Je ne suis pas bien, tout à coup. Une terrible migraine. Je pense que j'ai besoin de prendre l'air. Je monte aux toilettes. Ma mère fronça les sourcils, une contrariété évidente perçant son masque d'inquiétude. Mais enfin, tu n'as presque rien mangé. C'est ce maudit Kyr, je parie. Tu ne supportes vraiment rien. La remarque était une pique, mais aussi une confirmation involontaire. C'est sans doute ça, ai-je concédé, me levant avec une lenteur que je voulais convaincante. Je reviens dans un instant. Monter l'escalier fut une épreuve. Je sentais leur regard peser sur moi, analysant ma démarche, guettant le moindre signe de suspicion. Chaque marche était une victoire. Arrivé à l'étage, j'ai ignoré la salle de bain des invités pour me diriger vers celle de mon enfance, au fond du couloir. Sa vieille serrure en laiton était la seule en qui j'avais confiance. Le clic du verrou fut le plus beau son que j'ai entendu de toute la soirée. À l'abri, je m'adossai contre la porte, le cœur battant la chamade. Mes doigts tremblants composèrent le numéro de Marc. Il décrocha avant même la fin de la première sonnerie. Allô? T'es parti? Sa voix était un souffle rauque, chargé de peur. Non, je suis enfermé dans la salle de bain. Marc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce verre? Un silence. Je pouvais entendre sa respiration saccadée. Je ne sais pas exactement. Des somnifères, des trucs très forts. Amélie, c'est pire que ce que tu peux imaginer. Il ne s'agit pas seulement de te demander de l'argent. Il marqua une pause, comme s'il rassemblait son courage. Ils ont des documents. Une reconnaissance de dette de 80 000 €, déjà rédigée à ton nom. Et pire, une procuration générale sur tous tes comptes. Le plan est ignoble. Ils attendent que tu t'endormes profondément, et ils veulent guider ta main pour que tu signes. C'est Antoine qui a eu cette idée. Antoine. Le nouveau copain de Chloé. Une ombre que je n'avais jamais rencontrée. Mais pourquoi? Pourquoi irait-il jusque-là? Parce qu'Antoine est un type dangereux. Il est dans des combines, des prêts. Chloé est terrifiée. Il lui a mis la pression. Et il est là, Amélie. Il attend dans sa voiture, au coin de la rue. Il m'a obligé à venir faire le guet. Si ça ne marche pas, il m'a menacé. C'est un monstre. Tes parents sont dépassés, ils ont peur du scandale, peur pour Chloé. Mais ce qu'ils font est criminel. S'il te plaît, trouve un moyen de partir. Maintenant. J'ai raccroché, le téléphone glissant de ma main moite. Le puzzle s'assemblait en une image d'une horreur absolue. Ce n'était pas un drame familial. C'était une conspiration criminelle, avec des complices, un plan, une arme, le Kyr et une victime. Moi. Mes parents, ma sœur, transformés en marionnettes d'un voyou. La peur s'est dissipée, balayée par une vague de fureur froide. Ils avaient franchi une ligne. Ils avaient voulu m'anéantir.
Ils allaient découvrir que la proie qu'ils avaient choisie était aussi une prédatrice. La partie ne faisait que commencer. Le carrelage froid de la salle de bain semblait aspirer la panique hors de moi, la remplaçant par une lucidité glaciale. Le choc était passé. L'heure n'était plus à la peur, mais à la stratégie. Ils m'avaient jugé faible, prévisible, une oie grasse prête à être plumée. Grosse erreur. J'ai passé ma vie à construire des défenses pour les autres, il était temps que j'utilise ces compétences pour moi-même. Ma première action fut digitale. J'ai ouvert une application d'enregistrement audio que j'avais installée par prudence professionnelle des années auparavant. Un simple clic, et le micro de mon téléphone se mettait à enregistrer en arrière-plan, sans aucun signe visible sur l'écran. Mon téléphone, cet objet qu'il comptait utiliser contre moi, devenait mon allié le plus précieux, mon témoin silencieux. Ensuite, j'ai ouvert ma messagerie. Le brouillon du « code rouge » était là, attendant son heure. Je l'avais créé 6 mois plus tôt, après une demande particulièrement agressive de Chloé. C'était ma police d'assurance existentielle. Les destinataires, Sophie, ma meilleure amie, mon roc, la rationalité incarnée, et Maître Dubois, mon ancien professeur de droit des affaires, devenu un mentor et un ami, la sommité parisienne en matière de crimes financiers. Le message était laconique, conçu pour être compris même dans la panique. Si vous recevez ceci, je suis en danger. Les documents sont dans le coffre-fort numérique Héphaïsto. Mot de passe, un code alphanumérique complexe. Agissez. Ce coffre-fort virtuel était mon chef-d'œuvre de paranoïa organisée. J'y avais méticuleusement scanné et archivé des années de preuves, des SMS de Chloé, des emails de mes parents, des relevés bancaires montrant les virements successifs. C'était le journal de bord de mon extorsion familiale. D'un geste ferme, j'ai envoyé l'email. Ma bouée de sauvetage était lancée. La dernière étape de ma préparation était physique. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux brillants de colère. C'était parfait. J'ai aspergé mon visage d'eau froide, non pour me calmer, mais pour simuler une sueur froide. J'ai défait légèrement mon chignon, laissant quelques mèches tomber sur mon front pour accentuer l'air hagard. Je n'étais plus Amélie, la gestionnaire de patrimoine. J'étais Ophélie, au bord de la folie et de l'évanouissement. Un rôle de composition pour un public de criminels amateurs. J'ai déverrouillé la porte, le bruit du pêne me semblant assourdissant. Je suis retournée dans la salle à manger en titubant légèrement, une main sur la tempe. Leurs 3 visages se sont tournés vers moi, tendus. Je suis désolée, ai-je articulé d'une voix faible. Je ne sais pas ce que j'ai. Ma tête tourne, c'est terrible. Je me suis rassise lourdement, laissant mon corps s'affaisser sur la chaise. J'ai attrapé ma flûte de kyr, la fixant d'un air confus. C'est sûrement ça, ai-je dit en la secouant légèrement. Vous aviez raison, je ne supporte rien. C'était l'amorce. L'acte final de ma mise en scène. J'ai fait mine de vouloir boire une autre gorgée. Puis, au moment de porter le verre à mes lèvres, j'ai laissé mon coude dévier, comme emporté par un spasme de faiblesse. La flûte a basculé. Le liquide rose s'est répandu en une large tache sombre sur le précieux tapis persan de ma mère. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Oh mon Dieu, me suis-je écrié, la voix pleine d'une horreur que je n'avais pas besoin de feindre complètement. Le tapis. Oh, je suis impardonnable. Je suis si maladroite. Je crois que je vais m'évanouir. Ma mère a eu un hoquet de frustration, ses yeux passant de la tache sur son tapis à mon visage pâle. Le poison était perdu, mais la victime était prête. Viens, ma chérie, a dit mon père en se levant précipitamment, son ton faussement compatissant. Allonge-toi sur le canapé, ça va passer. Ils m'ont aidé à me lever. Je me suis laissé faire, un poids mort entre leurs mains. Ils me guidaient vers le lieu de leur crime, sans se douter que chaque pas était un pas de plus dans le piège que je leur avais tendu. J'ai posé mon téléphone, l'enregistreur toujours actif, sur la table basse. Le spectacle pouvait commencer. Je me suis laissé tomber sur le canapé en cuir, fermant les yeux avec un soupir théâtral. Mon corps tout entier était une scène, chaque muscle jouant le rôle de l'inconscience. Ma respiration, je l'ai forcée à devenir lente, profonde, le souffle d'une personne plongée dans un sommeil artificiel.
Le silence dans le salon était assourdissant, un vide vibrant de leurs attentes. Combien de temps allait-il attendre? 30 secondes? 1 minute? Le tic-tac de l'horloge comtoise scandait les secondes de ma vie volée. Finalement, un chuchotement a déchiré le silence. La voix de ma mère, acérée comme un éclat de verre. Ça y est? Elle dort? La dose n'était peut-être pas complète avec ce qu'elle a renversé. La première confession. Nette, précise. Mon cœur a cogné si fort que j'ai eu peur qu'il l'entende. Mais je suis restée parfaitement immobile. Regarde là, a répondu mon père, sa voix basse et rauque, pleine d'une assurance qui me glaça le sang. Elle est partie. Complètement. De toute façon, elle est comme une poule avec l'alcool. On n'a pas de temps à perdre, Antoine s'impatiente. Martine, va chercher la mallette. Le nom d'Antoine, de nouveau. La confirmation qu'un étranger était le metteur en scène de cette sordide pièce familiale. J'ai entendu le bruit caractéristique de la mallette en cuir de mon père qu'on pose sur la table, les clics métalliques des fermoirs qui s'ouvrent. Le froissement des papiers. Puis la voix de Chloé, un filet plaintif, la voix de la lâcheté. Maman? C'est vraiment nécessaire? Et si elle s'en souvient? Si elle comprend? Le ricanement de ma mère fut la chose la plus laide que j'ai jamais entendue. Un son sec, sans joie, plein de mépris. Sans souvenir? Avec ce que le médecin nous a donné? Ma pauvre fille, elle aura un trou noir de plusieurs heures. Au mieux, elle se sentira vaseuse demain. On lui dira qu'elle a trop bu, qu'elle nous a fait une crise d'angoisse et qu'elle a signé des papiers dans un moment de délire pour aider sa sœur. Elle est riche, Chloé, elle est pétée de fric. Elle ne s'apercevra de rien avant des semaines. Et puis, elle est si prévisible, elle aura trop honte pour en parler. Allez, prends son téléphone, on va essayer de faire un virement direct, ce sera plus propre. Je sentis les doigts froids et moites de ma sœur se poser sur ma main. Elle la souleva avec une répugnance hésitante. Son contact me brûlait. Elle a appliqué mon pouce sur le capteur. La vibration du déverrouillage me parcourut le bras. Ils avaient franchi la porte de ma forteresse numérique. Des tapotements rapides sur l'écran. Un silence. Merde, siffla Chloé. Ça ne marche pas. L'application de la banque demande un code généré par une autre application. Et il y a une alerte de connexion suspecte. Putain, elle a dû tout changer. C'est une vraie paranoïaque. Ma paranoïa. Mon salut. Je jubilais intérieurement. Laisse tomber ce putain de téléphone, gronda mon père. On perd du temps. Le plan B. Les papiers. Donne-moi le stylo. Sa main, large et calleuse, a saisi la mienne. Une main qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait tenu quand j'étais enfant. Maintenant, elle me violait. Il a coincé un stylo entre mes doigts flasques. On va guider sa main. Ça doit juste ressembler à sa signature, pas besoin que ce soit parfait. Il a commencé à tracer des lettres, traînant ma main passive sur la feuille. C'était une sensation grotesque, une profanation. Je me suis concentrée pour que ma main reste aussi inerte que possible, un poids mort, sabotant son effort de l'intérieur. Mais c'est un torchon, s'énerva-t-il après quelques secondes. C'est un gribouillis d'enfant. Personne n'acceptera ça. On fait quoi, alors, gémit Chloé. Un silence lourd s'installa. J'entendais leur respiration, le bruit de leur échec. On arrête, dit finalement ma mère, la voix blanche de rage contenue. On arrête tout. C'est foutu pour ce soir. Rangez-moi ça. Vite. On efface les traces. On remet le téléphone où il était. Et on attend qu'elle se réveille. On n'a rien fait. On n'a rien vu. C'est elle qui a fait un malaise. C'est notre version. Compris? Le bruit des papiers remballés à la hâte, la mallette qui se referme. Ils reculaient. Ils avaient perdu. Et mon téléphone avait tout enregistré. Chaque mot, chaque ricanement, chaque aveu. J'avais leur crime en boîte. Le dernier acte m'appartenait désormais. Je suis restée étendue sur le canapé, une statue de chair et de sang, pendant ce qui m'a semblé être une heure. En réalité,
peut-être 15 minutes. 15 minutes durant lesquelles j'ai pu les entendre se rasseoir, respirer lourdement, échanger des regards que je pouvais deviner chargés de frustration et de peur. Ils étaient piégés dans leur propre crime raté. Le tic-tac de l'horloge comtoise, qui m'avait paru si menaçant, était devenu le métronome de ma victoire silencieuse. Le moment était venu de revenir à la vie. J'ai commencé par un léger frémissement des paupières. Puis un gémissement, le son rauque d'une personne émergeant des profondeurs d'un sommeil non naturel. Lentement, j'ai entrouvert les yeux. J'ai laissé mon regard errer dans la pièce, vide et confus, comme si je ne reconnaissais pas les lieux. Je me suis hissé sur un coude, la tête lourde. Où suis-je, ai-je marmonné, ma voix intentionnellement pâteuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tête, elle va exploser. Leurs 3 visages se sont tournés vers moi avec un ensemble parfait de soulagement et d'inquiétude simulée. Ma mère fut la première à se lever et à s'approcher. Elle s'est agenouillée à côté du canapé, posant le dos de sa main sur mon front, un geste maternel qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Chut, ma chérie, tout va bien. Tu nous as fait une grosse frayeur. Tu as eu une sorte de malaise, une chute de tension, et tu t'es endormie d'un seul coup. Son ton était doux, apaisant, celui d'une infirmière mentant à un patient condamné. On t'a toujours dit que tu ne tenais pas la boisson, ajouta mon père depuis son fauteuil, essayant de donner à la situation un air de normalité, de blague familiale. Chloé restait muette, une statue de culpabilité dans le coin du salon. Elle était le maillon faible, et elle le savait. Je me suis assise, passant une main dans mes cheveux en désordre. Un malaise? C'est étrange. Je ne me souviens de rien. Juste d'avoir eu la tête qui tournait après avoir renversé mon verre. Oh mon Dieu, le tapis, je suis vraiment désolée. Jouer sur leur propre terrain. Les forcer à valider leurs propres mensonges. Ne t'inquiète pas pour le tapis, ce n'est rien, dit ma mère avec un geste de la main, un peu trop rapide. L'important, c'est que tu ailles mieux. Je ne sais pas si je vais mieux, ai-je répondu. Je me sens vide, confuse. Je pense que le mieux serait que je rentre. J'ai besoin de mon lit. Le soulagement sur leur visage fut presque comique. Mon départ était leur porte de sortie. Ils n'ont pas insisté pour que je reste, n'ont pas offert de me préparer une chambre. Oui, tu as sans doute raison, dit mon père en se levant. On va t'aider. Je me suis levée, feignant une démarche encore instable. J'ai récupéré mes affaires. Mon téléphone était là, sur la table basse. Je l'ai pris et l'ai glissé dans mon sac sans un regard, comme un objet sans importance. Le témoin de leur crime était en sécurité. Le rituel des adieux sur le perron fut le sommet de l'hypocrisie. Un moment de pure performance théâtrale. Ma mère m'a serré dans ses bras. Son parfum floral, habituellement réconfortant, me donnait la nausée. C'était l'odeur du mensonge. Fais bien attention sur la route. Et appelle-nous en arrivant, promis, me chuchota-t-elle. La promesse. Un mot qu'elle venait de vider de tout son sens. Mon père m'a ensuite étreinte. Sa poignée était maladroite, celle d'un homme qui ne sait plus comment toucher sa propre fille. Je sentais la rigidité de son corps, la tension de sa culpabilité. Enfin, Chloé s'est avancée. Elle a à peine osé me toucher, ses mains effleurant mes bras. Ses yeux étaient rouges, mais je n'y voyais aucune tristesse sincère. Juste la honte égoïste d'avoir été presque prise. Chacun de ces contacts était une brûlure. Une profanation. Dans leurs bras, j'ai eu la révélation la plus douloureuse et la plus libératrice de ma vie, c'était fini. Pour de bon. Ces gens n'étaient plus ma famille. C'étaient des étrangers qui avaient tenté de me détruire. Une vague de deuil m'a submergée, si puissante que j'ai cru que j'allais m'effondrer. Le deuil de la famille que je n'avais jamais eue et que je n'aurai jamais. J'ai reculé, réussissant à composer un dernier sourire fragile. Merci pour tout. À bientôt. Un mensonge. Le dernier que je leur adresserai. Je leur ai tourné le dos, j'ai traversé le petit jardin plongé dans l'obscurité et j'ai rejoint ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. En démarrant le moteur, j'ai vu leurs 3 silhouettes se découper dans l'encadrement lumineux de la porte, me regardant partir. La famille parfaite. Le crime parfait,
raté de justesse. La route devant moi était sombre, mais pour la première fois, elle me semblait être le chemin vers la lumière. L'autoroute A43 en direction de Lyon s'étirait devant moi comme un ruban noir. Les lumières des autres voitures étaient des comètes fuyantes dans la nuit. Mes mains agrippaient si fort le volant que mes jointures étaient blanches. Je ne tremblais plus de peur, mais de la rémanence d'une fureur contenue. Rentrer chez moi, dans mon appartement silencieux, était au-dessus de mes forces. Il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais aller. J'ai pris la sortie menant à la Croix-Rousse, vers l'appartement de Sophie. Il était plus d'1 heure du matin quand j'ai sonné. La lumière s'est allumée aussitôt. Sophie a ouvert, vêtue d'un simple pyjama, les cheveux en désordre. Elle n'a pas eu besoin de voir le code rouge. Elle a lu le désastre sur mon visage. Sans un mot, elle m'a écarté du passage, m'a fait entrer, a verrouillé la porte et m'a enveloppé dans une étreinte solide et rassurante. C'est là, dans la chaleur de son amitié, que mes nerfs ont lâché. J'ai pleuré. Des larmes de rage, de deuil, de soulagement. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Assise dans sa cuisine, une tasse de tisane fumante entre mes mains, j'ai tout raconté. Puis, le moment est venu. J'ai branché des écouteurs sur mon téléphone pour qu'elle soit la seule à entendre. J'ai appuyé sur « Play ». Je l'ai observé écouter. Son visage, d'abord stupéfait, est devenu blême, puis s'est durci, ses yeux s'assombrissant de colère. Quand l'enregistrement s'est terminé, elle a retiré les écouteurs lentement. « Amélie », a-t-elle dit d'une voix blanche. « Ce ne sont pas des parents. Ce sont des monstres. Il faut les arrêter. » Son soutien inconditionnel a balayé mes dernières hésitations. Ensemble, nous avons passé le reste de la nuit à préparer la guerre. Nous avons transféré l'enregistrement sur un disque dur sécurisé, fait des copies sur plusieurs clés USB, et préparé une chronologie détaillée des événements. À 8 heures du matin, j'ai appelé Maître Dubois. Il a décroché de son bureau parisien, sa voix claire et énergique contrastant avec mon épuisement. Je lui ai résumé les faits, ma voix plate, presque mécanique. Il m'a écouté sans m'interrompre. Un long silence a suivi mon récit. Amélie, a-t-il finalement dit, et son ton avait changé. Il était devenu grave, dur. Je veux que vous fassiez 2 choses immédiatement. Premièrement, vous allez chez un médecin. N'importe lequel. Vous lui racontez l'essentiel et vous exigez une analyse toxicologique complète, sang et urine. Dites que c'est pour une procédure judiciaire. Il nous faut cette preuve. Deuxièmement, vous prenez le premier TGV pour Paris. Je déplace tous mes rendez-vous. Je veux vous voir dans mon bureau cet après-midi. L'examen médical fut une épreuve humiliante. Expliquer à un étranger, même un professionnel de santé, que votre propre famille vous a drogué est une violence en soi. Mais le médecin a été d'une correction et d'une efficacité remarquables. Les prélèvements ont été faits et scellés dans les règles de l'art. Quelques heures plus tard, j'étais dans le TGV, regardant le paysage français défiler à toute vitesse. Je me sentais détaché de tout, comme si j'observais la vie de quelqu'un d'autre. Le bureau de Maître Dubois, avenue Montaigne, était un havre de boiseries sombres, de livres reliés en cuir et de silence feutré. Il m'a accueilli avec une gravité paternelle. Nous avons travaillé pendant des heures. Il a écouté l'enregistrement, lu la chronologie, analysé les documents du coffre-fort Héphaïsto. Le dossier est accablant, a-t-il conclu en retirant ses lunettes. L'enregistrement est une preuve irréfutable de l'intentionnalité. Le rapport toxicologique confirmera l'acte. L'historique financier prouvera le mobile et la préméditation. Il s'est levé, le regard dur. Nous n'allons pas suivre la voie classique. Déposer une plainte au commissariat local serait une erreur. L'affaire pourrait fuiter, être minimisée. Non. Nous allons viser la tête. Je rédige une plainte détaillée avec constitution de partie civile que je déposerai directement sur le bureau du procureur de la République de Chambéry, dont dépend Aix-les-Bains. Je vais invoquer l'article 222 à 14 du Code pénal pour l'administration de substances nuisibles, l'article 312 à 1 pour la tentative d'extorsion, et l'article 223-15-2 pour l'abus de faiblesse en bande organisée. La qualification est criminelle. Ils ne pourront pas étouffer ça.
Il a marqué une pause, me fixant intensément. Amélie, je dois vous le redire. Une fois que j'aurai envoyé ce dossier, il n'y aura plus de retour en arrière. Cela va détruire votre famille telle que vous la connaissez. Vous en êtes absolument certaine? J'ai repensé à la voix de ma mère disant, elle est riche, elle ne verra rien. J'ai repensé à la main de mon père forçant la mienne. Ils ont détruit cette famille samedi soir, maître. Je ne fais que signer l'acte de décès. Son visage s'est détendu en un mince sourire approbateur. Très bien. Alors, mettons fin à leur impunité. La machine de la justice, lente mais puissante, venait d'être mise en branle. Et c'est moi qui avais tourné la clé. La stratégie de Maître Dubois fut d'une efficacité redoutable. En s'adressant directement au procureur, il avait transformé une affaire qui aurait pu être traitée comme un simple drame familial en un dossier pénal prioritaire. Moins de 10 jours plus tard, l'enquête préliminaire était lancée. La gendarmerie d'Aix-les-Bains a été chargée des investigations, et la première onde de choc a frappé la villa de mes parents. Ce fut une avalanche. D'abord, un message vocal de ma mère sur mon téléphone, que j'avais stupidement oublié de bloquer immédiatement. Sa voix n'était plus mielleuse, elle était hystérique, déformée par la panique et la rage. Les gendarmes sont là. Ils ont une commission rogatoire. Ils fouillent la maison. Mais qu'as-tu fait? Tu es folle. Tu nous envoies en prison. Retire cette plainte, Amélie, je t'en supplie. C'était un torrent d'accusations, sans une once de remords. Puis, mon père. Un SMS court, glacial. Tu as déshonoré notre nom. Tu n'es plus ma fille. J'ai écouté et lu ces messages avec une distance clinique, comme si j'analysais un dossier client. L'émotion viendrait plus tard. Sur le conseil de Maître Dubois, j'ai bloqué tous leurs numéros, ceux de Chloé, de ma tante, de mon oncle. J'ai érigé une muraille de silence numérique. Mais la famille, comme une hydre, a trouvé d'autres têtes pour m'attaquer. Ma tante Isabelle, la gardienne autoproclamée de l'honneur familial, a été la plus virulente. Elle a d'abord tenté de passer par Sophie, l'appelant pour lui dire que j'étais manipulée et mentalement fragile. Sophie l'a envoyé paître avec une froideur polaire. Alors, Isabelle a décidé de porter le combat sur mon terrain. Une semaine plus tard, alors que je sortais de mon immeuble de bureau à la Pardieu pour la pause déjeuner, elle était là. Plantée sur le parvis, son visage crispé par une fureur juste. Elle avait fait le déplacement exprès. Elle m'a barré le passage. Alors, la petite reine est contente, a-t-elle craché, sa voix montant d'un cran pour attirer l'attention des passants et de mes collègues qui sortaient derrière moi. Tu as réussi ton coup? Mettre ta propre famille à la merci des gendarmes? Je sentis le rouge me monter aux joues. Les gens s'arrêtaient, curieux. Isabelle, je ne discuterai pas de ça avec toi, et encore moins ici. Ah, tu ne veux pas discuter, a-t-elle ricané. Tu préfères agir dans le dos, comme une lâche. Tes parents t'ont tout donné. Ils se sont sacrifiés pour toi, pour tes études, pour que tu deviennes cette femme arrogante. Et comment tu les remercies? En les traînant dans la boue pour une stupide histoire d'argent. Chaque mot était une torsion du couteau. La foule autour de nous devenait un tribunal populaire. Je voulais hurler la vérité, parler du poison, des papiers, de la trahison. Mais je savais que c'était inutile. Elle ne voulait pas entendre. Elle voulait me humilier publiquement. J'ai puisé dans mes réserves de sang-froid. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, d'une voix basse mais claire, pour que seuls ceux qui étaient très proches puissent entendre, tu devrais leur demander pourquoi ils ont mis des somnifères dans mon verre. Son visage a changé. La fureur a laissé place à un éclair de stupeur, puis de panique. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je venais de lui montrer que je savais tout, et que je n'avais pas peur. Sans un mot de plus, je lui ai tourné le dos et je suis rentré dans mon immeuble, le cœur battant, mais la tête haute. Le soir même, la dernière attaque est venue. Un SMS d'un numéro masqué. Le style était différent, plus direct, plus brutal. T'as gagné une bataille, petite bourge. Mais la guerre est pas finie. La dette de Chloé, c'est devenu ma dette. Et moi, je récupère toujours ce qu'on me doit. Fais gaffe où tu mets les pieds.
C'était lui. Antoine. La menace était claire. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était devenu dangereux. J'ai immédiatement transféré la capture d'écran à Maître Dubois. Sa réponse fut un simple mot: parfait. Cette menace, loin de m'intimider, venait de sceller leur sort. Elle prouvait la contrainte, le danger imminent, et justifiait la dureté de ma démarche. Ils pensaient me faire peur, mais ils ne faisaient que me donner plus d'armes. La peur avait changé de camp. L'enquête a suivi son cours, méthodique et implacable. Les gendarmes ont convoqué mes parents et ma sœur à plusieurs reprises. Confrontés à l'enregistrement audio, leur défense s'est effritée. Ils ont d'abord nié, puis minimisé, parlant d'une plaisanterie qui a mal tourné, d'un jeu de rôle pour lui faire peur. Mais leur propre voix, enregistrée à leur insu, racontait une autre histoire. Une histoire de préméditation, de cupidité et de mépris. Le rapport toxicologique est revenu, positif aux benzodiazépines, confirmant l'administration d'une substance nuisible. Le témoignage de Marc, qui avait finalement accepté de coopérer en échange d'une certaine clémence, a corroboré le rôle d'Antoine et la nature de la menace. Le procès a eu lieu au tribunal correctionnel de Chambéry, près d'1 an après cette nuit fatidique. J'y suis allé, accompagné de Sophie et de Maître Dubois. Je devais être là. Je devais les voir faire face à la conséquence de leurs actes. Ils étaient assis sur le banc des prévenus, méconnaissables. Mon père, autrefois si droit, était voûté, le visage gris. Ma mère avait vieilli de 10 ans, son masque de respectabilité s'étant complètement fissuré. Chloé était une ombre, le regard vide, fixant le sol. Leur avocat a tenté une dernière fois de plaider le drame familial, la pression, l'erreur de jugement. Il a essayé de me faire passer pour une fille froide, sans cœur, incapable de pardonner une maladresse. Puis ce fut le tour de Maître Dubois. Il s'est levé, grand, imposant, et sa plaidoirie fut un chef-d'œuvre de précision chirurgicale. Il n'a pas crié. Il a parlé d'une voix calme, mais chaque mot était une lame. Il a démonté leur défense point par point, utilisant leurs propres mensonges contre eux. Il a parlé de la confiance trahie, de la violation du sanctuaire familial, du calcul froid derrière l'acte. Il a terminé en faisant écouter un court extrait de l'enregistrement au tribunal. Juste une phrase. La voix de ma mère disant « Elle est riche, de toute façon, elle ne verra rien ». Un silence de plomb est tombé sur la salle d'audience. Tout était dit. Le jugement, mis en délibéré, a été rendu 2 semaines plus tard. Je n'y suis pas retourné. Maître Dubois m'a appelé pour me le lire. La présidente du tribunal avait été sévère. Ils ont tous été reconnus coupables. Pour mes parents, la peine fut de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans comprenant l'obligation de m'indemniser pour le préjudice moral, et une amende très lourde de 50 000 € chacun. Pour Chloé, 18 mois avec sursis, une obligation de soins pour ses addictions et un suivi psychologique strict. Et pour tous les 3, la mesure que j'attendais le plus, une interdiction formelle d'entrer en contact avec moi, de quelque manière que ce soit, et de s'approcher à moins de 500 mètres de mon domicile ou de mon lieu de travail, pour une durée de 5 ans. La justice avait construit un mur entre nous. La ruine ne fut pas seulement financière. Elle fut sociale, ce qui, pour mes parents, était pire que tout. La condamnation, bien que sans prison ferme, était inscrite à leur casier judiciaire. Le jugement, même s'il n'a pas fait la une des journaux nationaux, a été un tremblement de terre dans leur petite communauté d'Aix-les-Bains. La rumeur, plus rapide et plus cruelle que n'importe quel article, a fait son œuvre. Sophie m'a raconté, non sans une certaine satisfaction, ce qu'elle avait appris par des connaissances. La maison, la fierté de ma mère, avait été vendue en catastrophe pour payer les amendes et les frais d'avocat. Ils avaient déménagé dans un petit appartement anonyme dans une autre région. Leur ami s'était évaporé. Ils étaient devenus des parias, les gens qui avaient drogué leur propre fille pour de l'argent. Chloé, quant à elle, a touché le fond. Sans le soutien financier et moral, aussi toxique fut-il, de ses parents, et avec un casier judiciaire, elle n'a pas retrouvé de travail dans sa branche. La dernière nouvelle que j'ai eue était une photo envoyée par une ancienne camarade de lycée, Chloé, en uniforme, remplissant les rayons d'un supermarché.
Le regard absent, le sourire éteint. J'ai regardé cette photo, non avec vengeance, mais avec une immense et profonde pitié. La justice avait été rendue. La façade s'était effondrée, révélant la laideur qu'elle cachait. Mais cette victoire avait le goût amer de la solitude et des cendres d'une famille qui s'était autodétruite. L'année qui a suivi le verdict fut une année de convalescence. Le silence de l'heure paraissait enfin total, garanti par la loi. C'était un silence bienfaisant, un baume sur une plaie ouverte depuis trop longtemps. Cependant, la vie à Lyon portait encore les stigmates du combat. L'épisode avec ma tante sur le parvis de mon lieu de travail, bien que bref, avait laissé une trace. J'étais devenue, pour certains, un sujet de curiosité malsaine, la protagoniste d'un drame dont on parlait à voix basse à la machine à café. J'avais besoin d'air, d'un nouvel horizon où mon histoire ne me précéderait pas. L'opportunité s'est présentée 6 mois plus tard. Un cabinet de gestion de fortune de Genève, l'un des plus prestigieux d'Europe, me contactait. Ils cherchaient à développer leur clientèle française et mon profil les intéressait. Genève. La Suisse. Un autre pays, d'autres lois, une culture de la discrétion. C'était plus qu'une promotion, c'était une porte de sortie. Une chance de ne plus être Amélie, celle qui, mais simplement Amélie. J'ai accepté sans hésiter. Le déménagement fut un rituel de purification. Vendre l'appartement de Lyon, faire le tri dans mes affaires, c'était comme muer. Chaque carton scellé était une page tournée. Mon nouvel appartement à Genève, dans le quartier de Champel, était plus grand, plus lumineux, avec un balcon qui donnait sur une cour tranquille. C'était un espace neuf, sans fantômes. Ma vie a trouvé un nouveau rythme, paisible et délibéré. Mon travail est exigeant, mais passionnant. Je me suis reconstruit un cercle social, restreint mais authentique. Sophie reste mon pilier. Nos week-ends entre Lyon et Genève sont devenus une tradition sacrée. Maître Dubois m'appelle encore de temps en temps, plus en ami qu'en avocat, pour s'assurer que je vais bien. Et puis, il y a Madame Leclerc. Une de mes plus anciennes clientes lyonnaises, une veuve octogénaire à l'esprit vif comme l'acier. Quand elle a appris mon départ, elle a insisté pour transférer la gestion de son patrimoine à mon nouveau cabinet. Ma chère Amélie, m'avait-elle dit, ce ne sont pas les banques qui m'intéressent, ce sont les gens. Et j'ai confiance en vous. Elle est devenue ma confidente, ma famille de cœur. Nos déjeuners au bord du lac Léman, à parler d'art, de voyage et de la vie, sont devenus mes moments les plus précieux. Elle m'a offert la tendresse et la sagesse d'une grand-mère, sans le poids des attentes et des déceptions. Elle m'a montré qu'une famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle que l'on choisit. Je ne suis plus en colère. La fureur qui m'avait portée pendant toute cette épreuve s'est dissipée, laissant place à une sorte de paix mélancolique. Je pense parfois à eux, non pas comme les monstres de cette nuit-là, mais comme les personnes faibles et effrayées qu'ils étaient, piégés dans leur propre culte des apparences. Je pense à mon père, qui voulait être un patriarche protecteur mais n'a été qu'un complice lâche. Je pense à ma mère, qui voulait préserver l'honneur de sa famille mais l'a détruit par son orgueil. Et je pense à Chloé, la victime et la coupable, l'enfant gâté qui a refusé de grandir et a entraîné tout le monde dans sa chute. Hier soir, en archivant mes emails professionnels, mon regard a été attiré par un message dans mon dossier de spam. Il était là depuis plusieurs jours. L'expéditeur était une adresse que je ne connaissais pas, mais l'objet a fait battre mon cœur plus vite. Un seul mot, pardon. J'ai hésité. Mon doigt a survolé le message. Une curiosité morbide me poussait à l'ouvrir. Qui était-ce? Ma mère, contournant l'interdiction avec une nouvelle adresse? Chloé, dans un élan de remords tardif? Puis, je me suis arrêtée. Qu'est-ce que j'attendais de ce mot? L'absolution? Une explication? Rien de ce qu'ils pourraient écrire ne pourrait effacer ce qu'ils avaient fait. Rien ne pourrait réparer la confiance brisée. Ouvrir cet email, c'était leur redonner une porte d'entrée dans ma vie, une prise sur mes émotions. Lentement, j'ai sélectionné le message. Je n'ai pas cliqué sur « Ouvrir ». J'ai cliqué sur « Supprimer définitivement ». Le message a disparu sans que je sache jamais ce qu'il contenait. C'était ma dernière décision, mon dernier acte de pouvoir dans cette histoire. Le pouvoir de ne pas savoir.
Le pouvoir de choisir le silence. En voulant me protéger, j'ai démantelé ma propre famille. Ai-je été trop loin? Aurais-je dû pardonner l'impardonnable? Parfois, cette question me hante encore dans le silence de mes nuits suisses. Mais ensuite, je me lève, je vais sur mon balcon, je respire l'air frais et je regarde les lumières de la ville. Et je sais que j'ai choisi la vie. Ma vie. Et ce prix, aussi élevé soit-il, je suis prête à le payer chaque jour.